Bonjour, voici deux exercices que j'ai résolus d'électrostatique. C'est un exercice qui a été proposé par les étudiants des facultés des sciences et techniques du Maroc. Il s'agit essentiellement d'un système de charge discrète dont il faudrait calculer le champ électrique et une distribution volumique cylindrique de charge pour un cylindre infini. Le premier exercice dit qu'on place trois charges ponctuelles Q1, Q2 et Q3 respectivement au sommet A, B et C d'un rectangle de largeur A et de longueur 2A. Comme précisé ici dans la figure, on a un rectangle 2A et petit a ici, bon, je place Q1, Q2, Q3 et une autre charge Q0 qui est fixée elle au point D. On demande de calculer le champ électrique ED créé au point D en fonction des trois charges Q1, Q2 et Q3 et en fonction d'une des longueurs A. Et on dit que la charge ponctuelle Q, elle est placée et fixée dans le point D, donc elle ne bouge pas. Le champ électrostatique EM, créé par une charge ponctuelle Q placée en un point P, à une distance R du point M, est donné par définition par le vecteur EM, qui est égal à la charge CQ fois Pm sur 4pi epsilon 0. On pourrait mettre K, la constante électrique, qui est égale à 1 sur 4pi epsilon 0, si on travaille dans l'air ou dans le vide, bien sûr. Et puis le module de Pm au cube. On peut l'écrire aussi d'une manière différente, mais ça revient au même. C'est la charge Q divisée par 4pi epsilon 0 R carré, d'accord, UPM. UPM est un vecteur qui est dirigé de la charge qui crée le champ électrique vers le point M où on calcule ce champ électrique. Donc dans ce cas-là, nous avons trois charges dont on va calculer le champ électrique. Ici, on a U1, d'accord? Celui dont on parle ici, c'est U1. Pour la charge 2, Q2, on a U2. Et pour la charge Q3, on a U3. Alors, on voit tout de suite sur la figure que le vecteur unitaire U1 est égal à EX. U2 est égal à cosinus de θ EX. Donc, U2, si je fais une projection sur l'axe des X, ben, je vais avoir U2 tout simplement, c'est cosinus de θ fois EX. Et l'autre, bien sûr, ce sera sinus θ fois Y. Et U3 est égal tout simplement à Y. Bien. Donc finalement, le champ électrique, c'est Q1 sur la distance. D'accord? Ben, la distance, c'est tout simplement 4a au carré. Avec le 4pi que nous avons ici, ben, ça fera 16pi fois epsilon 0a au carré, Q1 fois U1. L'autre, nous avons ici cette distance au carré, on peut l'appeler R au carré, c'est égal à A au carré plus 4A au carré, c'est-à-dire 5A au carré. Ben 5 fois le 4pi, ben ça donnera 20pi, epsilon 0A au carré. Idem pour l'autre, ben U3, ben c'est tout simplement A au carré, le 4pi epsilon 0 qui ne bouge pas. Donc, le cosinus θ, ben, cosinus θ, on peut calculer tangente θ puis faire la tangente. Mais ici, on a cosinus θ, c'est égal au côté adjacent, qui est 2a, divisé par l'hypoténuse, qui est égal à la racine de a au carré plus 4a au carré. Et ça donne 2 sur racine de 5. Sinus θ, bah, c'est le côté opposé a sur l'hypoténuse, idem, et on trouve que c'est 1 sur racine 5. Si on prend cos carré, ça fait 4 sur 5. Et ici, sin carré, ça fait 1 sur 5, bah, ça fait bien 1, et c'est tout à fait correct. Le principe de superposition nous permet de calculer le champ électrostatique résultant. Et on a ED qui est égal à E1 au point D, plus le vecteur E2 au point D, idem pour E3. Et on remplace, donc en regroupant les termes en EX, idem pour EY, on obtient ce champ en remplaçant, en nettoyant un tout petit peu. On a ED qui est égal à 1 sur pi epsilon 0a au carré, Q1 sur 16 plus racine de 5 sur 50 fois Q2, et tout ça c'est sur l'axe des X. La partie Y, bah, c'est tout simplement 1 sur pi epsilon 0a au carré, racine de 5 sur 100 fois Q2 plus Q3 sur 4.
La question 2 demande quelle est la relation entre Q1 et Q2 pour que le champ électrostatique au point D soit parallèle à l'axe des X. Ben, parallèle à l'axe des X, ça veut dire que la composante parallèle à l'axe des Y, pardon, ben, ça veut dire que la composante suivant l'axe des X est égale à 0. Ben, la composante suivant l'axe des X, ce terme n'est pas égal à 0. X est un vecteur unitaire dont la norme est égale à 1, donc c'est celui-là qui doit être égal à 0. Et on va avoir 50 fois Q1 est égal à moins 16 fois racine de 5 fois Q2. C'est ce qu'on a fait ici, tout simplement. Et du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, tout simplement Q1, d'accord, qui est égal à moins 8 racine de 5 sur 25 fois Q2, comme on le voit ici. Et on voit très bien que Q1 et Q2 sont de signes opposés. La question 3, quelle est la relation entre Q2 et Q3 pour que le champ électrostatique au point D soit parallèle à l'axe des X? Ben, cette fois-ci, on doit annuler la partie sur l'axe des Y, c'est-à-dire ce terme-là est égal à 0, comme on l'a vu tout à l'heure. Ben, ça va donner une petite équation. Q2 est égal à moins 5 racine de 5 fois Q3. Et on voit ici aussi que Q2 et Q3 sont de signes opposés. D'accord? Donc on a Q1 et Q2 de signes opposés et Q2 et Q3 de signes opposés. Alors, on déduit la relation Q1, Q2 et Q3 pour que la force électrostatique totale s'exerçant sur la charge Q0 soit nulle. Ben, par définition, la force totale qui agit sur Q0, ben, c'est tout simplement Q0 fois ED. Il suffit donc d'annuler le champ résultant et on aura la force totale est égale à 0 et la charge Q0 restera en équilibre. Eh bien, cela conduit à poser que Q1 est égal à moins 8 racine de 5 sur 25, c'est ce qu'on avait trouvé avant, d'accord, quand on a annulé la partie X. La partie Y nous avait donné que Q2 est égal à moins 5 racine de 5 Q3. Je remplace Q2 par sa valeur ici et j'obtiens que Q1 est égal à 8 Q3. Donc, d'un côté, on a Q3, Q1 et Q3 sont de même signe, d'accord? Et Q1 et Q2 sont de signes opposés. Et alors, on convient, si Q1 est positif, Q3 sera également positif et Q2 sera négatif. Et inversement, si Q1 était négatif, Q3 le serait aussi et Q2 sera à ce moment-là positif. Juste une petite remarque, on aurait pu calculer d'une autre manière, c'est-à-dire on va prendre des cas, par exemple pour Q1, pour Q2 et Q3. Quand elle est négative, positive, la même chose pour Q3. Je calcule le champ, la norme des champs électriques de E1 qui proviennent de Q1, bah, c'est égal à Q1 sur 16 pi epsilon 0a au carré. Et on aura, s'il est inférieur à 0, ben E1D va être dans le sens opposé des x croissants, c'est-à-dire je vais avoir moins la norme de E1D fois EX et l'autre sera avec un plus. Pour E2, parce qu'il y a une composante sur l'axe des x et la composante sur l'axe des y, ben la même chose, si c'est négatif, on aura moins la norme de E2 fois cosinus θ EX et moins la norme de E2 sinus θ fois EY. Si c'est positif, bah à ce moment-là, bah, il y a juste les signes qui vont changer. D'accord? Et la même chose pour la charge E3, c'est les négatifs, on va avoir ceci, on va avoir moins EY qui sera vers le bas. Et ici, si la charge est positive, bah, ce sera le contraire. Donc ici, je donne un cas, si je veux calculer le champ total, j'ai pris seulement deux cas. Si toutes les charges étaient négatives, d'accord, bah voilà ce qu'on aurait, mais je sais que ce n'est pas possible parce que si Q1 est négative et Q3 doit être négative et celle-là doit être positive. Bah, idem pour l'autre, mais c'est juste un cas de démonstration pour voir un peu comment ça marche. Le deuxième exercice, on considère un cylindre infini, de longueur qui tend vers infini. Voilà un cylindre, bon j'ai dessiné un petit morceau.
je sais que L tend vers l'infini, et d'axe Z', voilà l'axe qui est donné ici, et de rayon R. Ça, c'est le cylindre qu'on considère. Uniformément chargé avec une densité de charge volumique rho constante. On demande, comme question 1, d'appliquer le théorème de Gauss pour calculer le champ électrique EM en tout point de l'espace. En tout point de l'espace, pour des raisons de symétrie, si j'ai un point M, si je mets un plan qui passe par l'axe du cylindre, le point M, ce sera un axe de symétrie. Et bien sur tout le contour du cylindre, si je mets un plan qui contient le point M et l'axe, ce sera aussi un plan de symétrie. Et par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? On aura un champ électrique qui sera radial. Voilà, par exemple, si je coupe avec un plan ici, j'aurai une partie chargée. De l'autre côté qui est chargé, puisque le fil est infini, c'est un plan de symétrie. D'accord? Et si je mets un autre plan de l'autre côté, le champ sera complètement radial. Et les étudiants savent que le champ électrique d'un cylindre ou d'un fil infini, il est perpendiculaire au fil, donc il est radial. Dans cette situation, on va considérer deux situations. Ou bien je vais calculer le champ électrique à l'intérieur du cylindre, c'est-à-dire petit r inférieur à grand R, ou bien je peux le calculer à l'extérieur, j'aurai petit r plus grand que le rayon du cylindre volumique grand R. Donc, premier cas, petit a, le théorème de Gauss s'écrit comme l'intégrale sur la surface fermée, la surface de Gauss, de E ds est égal à Q1 sur epsilon 0. Bon, ici, il manque des flèches. Et ça, c'est Q1 divisé par epsilon 0. Comme on a une symétrie cylindrique, la surface de Gauss en vert, ici, parce que je calcule à une distance R, est un cylindre de rayon R inférieur à grand R et de longueur petit h. Il faut que ce soit à l'intérieur du cylindre chargé, bien sûr, sinon le théorème de Gauss, ça ne sert à rien. J'ai pris un petit cylindre ici, de hauteur h, et de rayon petit r. Alors à ce moment-là, le flux c'est EDS parce que il est radial, DS il est également radial, donc ça devient une multiplication ordinaire. Et ça c'est égal à Q1 sur epsilon 0. Normalement on devrait mettre ici epsilon parce qu'on est dans un isolant, ce n'est pas nécessairement l'air ou le vide. Mais tout le monde s'accommode à mettre epsilon 0, donc je fais de même. Mais sinon, il suffit à ce moment-là d'écrire epsilon et puis le tour sera joué. Alors, Q1 est égal à quoi? Elle est égale à la charge contenue dans le petit cylindre ici, de hauteur h et de rayon petit r. Ça donne quoi? Rho fois la surface du petit cylindre qui est pi fois r carré fois la hauteur du petit cylindre de Gauss. J'insiste là-dessus. À ce moment-là, E est égal à Q1 sur epsilon 0, je remplace Q1 par sa valeur ici, divisé par 2pi RH. Et en nettoyant un tout petit peu, ça donne la densité volumique ρ fois R divisé par 2 epsilon 0. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour des raisons de symétrie, le champ électrique, il est radial, il est sur le vecteur unitaire ER, avec comme module, ici c'est ρ fois R sur 2 epsilon 0. Il faut remplacer sigma par ρ. D'accord? Et on voit que le champ électrique varie linéairement avec petit r. Pour le petit b, on va considérer que R est plus grande que le rayon du cylindre. Dans ce cas, la quantité de charge à l'intérieur, c'est toute la charge du cylindre, de Gauss bien sûr, c'est ρ fois pi fois R au carré, j'ai utilisé R au carré, pas petit r au carré ici, fois H. À ce moment-là, le champ électrique se ramène à ρ fois grand R au carré sur 2R epsilon 0. Et comme il est radial, je mets juste tout simplement du point de vue vectoriel, j'ajoute le vecteur unitaire ER. Et on voit qu'il varie d'une manière linéaire, mais avec 1 sur R. Donc il décroît en 1 sur R. On demande d'en déduire le potentiel aux 5 points de l'espace. Les constantes d'intégration sont à déterminer par continuité du potentiel, en considérant que le potentiel est nul sur l'axe du cylindre. Ici, encore une fois, on va considérer deux cas. On a petit r compris entre 0 et grand R. Par définition, le potentiel électrique est donné par le champ électrique égal à moins gradient de V, parce que c'est une force conservative, donc il dérive d'un potentiel. Ceci implique que
moins la dérivée totale, parce que V ne dépend que de R, E ne dépend que de R de toute façon, dV sur dr, ER, ceci implique que dVR est égal à moins ER dr. Donc il suffit d'intégrer. Nous avons dans ce cas le champ électrique est égal à moins ρ sur 2, à ρ sur 2 epsilon 0 comme on l'a vu tout à l'heure, avec un si moins parce que ça vient de là, l'intégrale de R dr, et on trouve tout simplement moins ρ fois R carré sur 4 pi epsilon 0 plus une constante d'intégration. Mais nous savons que quand R tombe vers 0, ben on a V de 0 égale à 0. À ce moment-là, je vais avoir C1 qui est égal à 0. Pour le cas où R est supérieur à grand R, on a VR à ce moment-là, je remplace le champ électrique par la valeur qu'on avait trouvée tantôt, moins ρ R carré sur 2 epsilon 0, ben l'intégrale de 1 sur R dr. À ce moment-là, ben, le ρ R carré sur 2 epsilon 0 qui est une constante, aussi moins reste, et j'ai tout simplement le log népérien de R plus une constante d'intégration. Et on va faire appel à la continuité de VR au point R égale à R. Tout à l'heure, pour R inférieur à grand R, on avait le champ électrique qui est égal à moins ρ R carré sur 4 epsilon 0. J'ai remplacé petit r par grand R, donc il reste au carré, égale à moins ρ grand R carré sur 2 epsilon 0, logarithme népérien de R plus une constante, ici. Eh bien, ça me permet de calculer la constante qui demande ρ fois R carré sur 2 epsilon 0, facteur de moins 1,5 plus logarithme népérien du rayon du cylindre. Alors à ce moment-là, le VR ici, ben, je remplace C2 par sa valeur, tout simplement. Et c'est ce que je fais ici. Et je trouve finalement que VR pour R supérieur à la grand R, c'est ρ grand R au carré sur 2 epsilon carré, log népérien de grand R sur R, parce que j'ai un log népérien de grand R moins un log népérien de petit r, mais je peux faire l'inverse tout simplement, moins une constante ici qui vient de là, moins 1,5 fois ce terme-là. Et voilà, bon, il y a pas mal d'exercices qui se ramènent à cette situation-là. Ça vaut la peine de voir un peu les démarches, comment ils se présentent, et je vous remercie.